Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue chinois Xi Jinping. En visite d'État en Chine, le président de la République a reçu dès son arrivée les honneurs militaires dus à son rang avant donc de s'entretenir avec le président chinois. 13 octobre 2018, date retenue pour les municipales et les régionales en Côte d'Ivoire. Jusqu'à hier, 29 août, l'heure était au dépôt des dossiers de candidature. L'opération terminée, place désormais au traitement des dossiers. Elle vient de s'offrir la première place à la Diamond League à Zurich en Suisse. La sprinteuse ivoirienne Muriel Auré, comme une flèche, a franchi la ligne d'arrivée en 11 secondes, 1 centième. Cette victoire de Muriel Auré vient la conforter à la première place du classement mondial. Nous en parlerons également dans ce journal. Mais avant, comme annoncé en titre, la visite d'État du président Alassane Ouattara en Chine a débuté ce jeudi 30 août. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu dans la matinée au Palais du Peuple par le président chinois Xi Jinping. Il a ensuite reçu les honneurs militaires dus à son rang. C'est avec Viviane Aïmen qu'on fait le point. 35 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire, marquées par une coopération qui s'est renforcée au fil des années. En entreprenant cette visite d'État, le président de la République, Alassane Ouattara, veut élargir encore plus cette coopération qui a permis au gouvernement ivoirien d'entreprendre, grâce au soutien de la Chine, de nombreuses réalisations en infrastructures diverses au bénéfice des populations ivoiriennes. Reçu ce jeudi 30 août au Palais du Peuple, l'équivalent du palais présidentiel, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et son épouse, ont été accueillis par le président Xi Jinping et son épouse. Signe de la considération du président chinois pour le président de la République Alassane Ouattara, « Je suis très heureux de vous revoir », a dit le président Xi Jinping au président ivoirien, ajoutant « Vous êtes le premier dirigeant africain que je rencontre en marge du sommet ». En effet, la Chine va tenir les 3 et 4 septembre le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain. L'hymne national de Côte d'Ivoire a été exécuté dans l'enceinte du Palais du Peuple. Suivi par l'hymne national de la République populaire de Chine. Les honneurs militaires ont été rendus par un imposant détachement de l'armée nationale chinoise. Suivi des acclamations des enfants pour souhaiter la bienvenue au président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu ensuite une rencontre ouverte à leurs délégations ministérielles respectives, au cours de laquelle il y a eu un échange d'allocutions. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les avancées extraordinaires que votre pays a connues ces dernières années. Depuis mon élection, j'ai la chance de vous rencontrer pour la 3e fois. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que nous considérons que votre initiative pour la ceinture et la route est une initiative à laquelle nous adhérons. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, nous pourrons procéder à la signature de cette initiative. L'initiative du président Xi Jinping, dénommée la ceinture et la route, consiste en la mise à disposition par la Chine d'un fonds d'investissement pour l'Afrique de plus de 1000 milliards de francs pour le développement des infrastructures ainsi que le développement des échanges commerciaux. S'agissant des retombées de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien a obtenu du président Xi Jinping le soutien de la Chine pour la transformation du cacao ivoirien sur place en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre au cacao ivoirien d'être moins dépendant des chutes du prix sur le marché international. Par ailleurs, la transformation sur place va créer aussi des emplois. Autre retombée, les deux chefs d'État ont décidé de mettre en place un partenariat stratégique global entre leurs deux pays
En d'autres termes, le partenariat de la Côte d'Ivoire avec la Chine ne sera plus cantonné à certains secteurs, mais pourra s'étendre à de nombreux domaines de la vie économique et sociale ivoirienne. Et pour donner le ton, 5 accords de coopération touchant divers secteurs ont été signés en présence des 2 chefs d'État. Un accord portant création de centres culturels, un mémorandum d'entente sino-ivoirien dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, un accord cadre sino-ivoirien sur la capacité de production industrielle, un accord de coopération économique et technique, enfin, un accord cadre pour un prêt préférentiel pour la réalisation de l'autoroute Thiébissou-Bouaké. La rencontre entre les 2 chefs d'État au Palais du Peuple s'est achevée par un déjeuner officiel en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara et son épouse. Ici en Côte d'Ivoire, une quarantaine d'étudiants de la Business School de l'Université de Harvard aux États-Unis a été reçue par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ces étudiants sont en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une série de voyages d'études et de découvertes dans plusieurs pays du monde. Mahama Traoré. Du chocolat made in Côte d'Ivoire. C'est en partie le présent remis à chaque étudiant par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une manière de souhaiter, au nom du chef de l'État, la bienvenue sur la terre du cacao à ces étudiants de la Business School de l'Université de Harvard aux États-Unis, l'une des plus prestigieuses écoles de management au monde. Au nombre de 41 et de diverses nationalités, dont l'Ivoirien Doné Sikone, ces étudiants ont choisi la Côte d'Ivoire pour un voyage d'études. Cette rencontre d'échange avec le vice-président de la République est la première articulation de ce séjour en terre ivoirienne. Le groupe a eu l'occasion d'échanger sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, de discuter un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 1960 et un peu des opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire en tant qu'investisseur, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et donc c'était ça un peu le but de ce voyage. Ces étudiants de la Business School de l'Université de Harvard sont en année de master. Au programme de leur séjour, une rencontre avec les anciens pensionnaires de cette école installée en Côte d'Ivoire, suivie d'une visite à Yamoussoukro, la capitale politique. Le 13 octobre 2018, c'est la date retenue pour les municipales et les régionales en Côte d'Ivoire. Et bien jusqu'à hier, 29 août, l'heure était au dépôt des dossiers de candidature. L'opération terminée, place désormais au traitement des dossiers. Sidonie Davila. Bertin Ganin, secrétaire permanent adjoint de la commission électorale indépendante, et sa collègue en plein examen de dossier. Au lendemain de la clôture des dépôts de candidature, la CEI entame ainsi l'étape du traitement des dossiers. Après le traitement informatique, nous faisons un traitement physique des dossiers. Je prends un dossier donné, il y a les règles fixées par la loi. Par exemple, il faut un certain nombre de conseillers pour les municipales, de conseillers résidents et de conseillers non résidents. Pour les régionales, il faut un certain nombre de conseillers par rapport aux différents départements. Donc nous examinons sur la liste si ces quotas-là sont respectés, malgré le traitement informatique, qui déjà auparavant aura vérifié la présence du candidat sur la liste électorale. La CEI dénonce toutefois l'affluence au dernier jour du dépôt de candidature, alors que cette phase était ouverte depuis le 14 août. Malgré les vacances judiciaires, la justice fonctionne. On ne peut pas valablement dire que les vacances judiciaires ont impacté négativement sur les délais de dépôt. On dit qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. On sait qu'on est candidat, ce n'est pas une surprise. Je pense que les candidats qui le voulaient bien devaient pouvoir s'organiser pour avoir les documents, étant donné que la date de péremption, c'est 3 mois au plus tard, après l'établissement, après la date d'établissement. Donc on a largement le temps d'établir les pièces. Parmi les dossiers réceptionnés au cours de l'opération, la CEI enregistre des dossiers incomplets. L'institution prévoit jusqu'au vendredi 31 août pour permettre aux candidats de fournir toutes les pièces ou informations manquantes. Concernant la prorogation souhaitée par certains partis politiques ou candidats, la CEI donne sa position. Nous agissons dans le cadre légal.
il y a un décret qui a été pris qui fixe la date de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et ce décret a fixé cette date au 13 octobre. Et c'est justement en fonction de cette date que la date butoir de réception des dossiers a été fixée au 29 août. Parce que nous devons recevoir les dossiers au plus tard 45 jours avant l'élection. Et donc, nous avons respecté, pour ce qui nous concerne, la date butoir du dépôt des dossiers. Nous envisageons et nous organisons pour faire en sorte que les élections se déroulent à la bonne date, c'est-à-dire au 13 octobre 2018. Nous allons étudier les dossiers et le 7 septembre, au plus tard, nous allons publier la liste des candidats retenus. Maintenant, s'il y en avait qui pensent qu'il y a un contentieux, ils saisissent les tribunaux compétents, les organismes compétents pour le règlement de ces contentieux éventuels. Alors que les différents dossiers reçus doivent franchir plusieurs étapes au cours de leur traitement, impossible pour la CEI de faire pour l'heure un point chiffré des dossiers. Élections locales en Côte d'Ivoire, la phase des dépôts de dossiers de candidature est donc terminée. Ils étaient nombreux à se bousculer hier aux portes de la CEI, la commission électorale indépendante. Abou Sanogo nous fait revivre l'ambiance de ces dernières heures. Commission électorale indépendante. Dernier jour pour les dépôts de candidatures pour les élections municipales et régionales. Il est un peu plus de 18 heures. Et les candidats se bousculent devant les box pour la réception de leurs dossiers. Pendant que certains sont reçus au guichet, d'autres s'assurent que leurs dossiers sont complets. Debout ou assis à même le sol, on vérifie avec minutie tous les documents. Nous sommes là depuis 2-3 heures de temps, en train d'éplucher les dossiers. Parce que ça demande d'être fin, ça demande d'être rigoureux. Parce que nous engageons 55 personnes. 20 heures, le monde grossit. On s'impatiente. Les dossiers sont regroupés dans des cartons ou chemises, chacun attendant d'être reçu par les équipes de la commission électorale indépendante. Les candidatures, pour la plupart, sont issues des partis politiques, notamment le RHDP unifié et le PDCI-RDA. Nous conduisons une liste RHDP et nous sommes persuadés que si les choses se déroulent bien, notre liste devrait bien se comporter. Nous sommes venus pour faire le rang comme tous les autres. Nous sommes venus, nous avons vu que des candidats étaient avant nous. Donc nous attendons qu'ils finissent de faire leurs enregistrements pour que nous aussi, nous puissions prendre place. Les candidats des différents partis politiques se retrouvent. Ils sont tous contents de se retrouver. Chacun obtient donc son ticket, il manifeste sa joie. On ne sent même pas de différence ici au niveau politique. Notre liste là s'appelle Rassemblement et Paix. Quand on a une liste comme ça, beaucoup de gens veulent venir dessus. Donc ça n'a pas été facile de faire le tri, mais Dieu merci, nous avons pu nous mettre d'accord. Nous avançons ensemble. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'affluence. Nous aussi au niveau du RHDP, nous avons également beaucoup de candidats. J'ai fait une liste avec le PDCI-RDA. Nous avons tous les dossiers au complet. À côté de ces candidatures, on note la réception des dossiers des indépendants. Nous, on a rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir les documents exigés pour déposer la candidature. C'est pas facile. Moi, je crois que les jours ont été très brefs. Il fallait quand même donner le temps aux gens de faire les dossiers. Si je vous dis que nous sommes en plein congé judiciaire, en plus il y a que celui qui doit signer soit à la mairie n'est pas là, tous les problèmes, faites le tour, vous allez voir que d'autres sont dans l'attente de leur dossier. On s'est pris trop tard, mais il n'est pas aussi trop tard. Donc l'ambiance règne, vous voyez que tout le monde est impatient d'être parmi les candidats. Nous sommes venus pour déposer et nous croyons, et jusqu'à minuit nous sommes là. 23h35, le même engouement. Pour cette dernière période de réception des dossiers de candidature, tous les candidats sont optimistes malgré le flux de personnes. Nous allons tout faire pour remplir les formalités, surtout qu'il y a des dispositions pour qu'on puisse remplir les dossiers au fur et à mesure. Nous avons pu honorer nos engagements en faisant entrer nos dossiers. 1h25 du matin, toujours la même ambiance. L'enceinte de la commission électorale indépendante
continue de recevoir du monde. Débuté le mardi 14 août dernier, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales du 13 octobre s'est achevée le mercredi 29 août. Voilà, élection locale prévue donc pour le 13 octobre prochain. En attendant, la Chambre nationale des droits et chefs traditionnels a rencontré aujourd'hui les responsables du bureau politique du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Il a été essentiellement question de réconciliation et de cohésion sociale. Olivier Riebi et Alexis Oudraogo. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire continue ses consultations auprès des partis politiques. Objectif, renforcer la cohésion sociale entre les différentes couches des populations. Dans la foulée, elle a rencontré les membres du bureau politique du RPCI, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Une opportunité pour les responsables du dit parti de faire des propositions pour la démocratie et la réconciliation. Nous avons salué la mission de paix des rois de Côte d'Ivoire qui entendent s'impliquer pour que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays. Nous leur avons expliqué que cela suppose qu'il était important que dans le cadre de la réconciliation nationale, l'amnistie soit étendue encore aux prisonniers qui sont encore détenus, en l'occurrence les chefs militaires qui sont encore en prison, et que les exilés puissent rentrer pour que la réconciliation nationale soit totale. Le RPCI a salué la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, quant à l'ordonnance d'amnistie prise en faveur des 800 détenus. Au cours de cette rencontre, Sa Majesté Désiré Amontanoé a rappelé que l'institution entend se mettre au-dessus des chapelles politiques en vue de jouer pleinement son rôle d'arbitre au bénéfice de la paix. Engagée dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, la Chambre des rois et chefs traditionnels a également consulté plusieurs responsables de partis, dont l'URD, le COGEP, le RPP et le PIT. Le mouvement Les Actifs d'Adjamé, également engagé pour la cohésion sociale, l'organisation a procédé à l'installation de ses coordonnateurs sectoriels. Ils auront pour mission, entre autres, de mobiliser les jeunes autour de la paix et du développement de leur commune. Laurent Sachaud et Herman Guivet. Le mouvement Les Actifs d'Adjamé, une plateforme de jeunes engagés pour la paix, la cohésion sociale et le pardon en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Adjamé. 20 coordonnateurs sectoriels du dit mouvement viennent d'être investis. Ils seront désormais des ambassadeurs de la paix. Les Actifs d'Adjamé, c'est un mouvement de jeunes, de femmes et d'hommes soucieux du développement et de la cohésion. Lassina Diabaté, natif et cadre de la commune, se réjouit de l'initiative des jeunes. Pour lui, la cohésion sociale est un facteur important pour tout développement. J'accompagne mes jeunes frères en leur offrant quelques bourrettes pour leur dire qu'ensemble, on doit rendre propre la cité Sodessi pour qu'on puisse vivre sainement. Et une vie saine égale une vie paisible, égale la santé, égale la cohésion, égale le développement. À travers ce message, je les ai engagés à aller partout dans les maisonnées, à être actifs. Parce que quand on est actif, je pense que le développement est à côté. Plusieurs acteurs politiques soutiennent également l'initiative. Norbert Kwame, représentant le secrétaire général du RDR, a invité les populations à soutenir les actions de paix et de pardon engagées par le chef de l'État. Des actions qui vont dans le sens de l'apaisement social. On poursuit en images. Jeune, brillante, elle vient de s'offrir la première place à la Diamond League en Suisse. La sprinteuse ivoirienne Muriel Auré a franchi la ligne d'arrivée à 11 secondes 1 centième quand Marie-Josée Talou s'offrait la 3e place en 11 secondes 10. Notez que cette autre victoire de Muriel Auré vient la conforter dans la première place du classement mondial. Il peut également se féliciter pour ses performances. Sylvain Auré, juge ivoirien à la tête de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a été élu pour un second mandat. C'était lors de la 50e session ordinaire de l'institution judiciaire en Tanzanie et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle.
C'est en 2016 que le juge ivoirien Sylvain Auré a été élu pour la première fois président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Cette fois encore, l'électorat composé de 11 juges en provenance des États membres de l'Union africaine lui a renouvelé sa confiance afin qu'il parachève l'œuvre déjà entreprise, ce à quoi il pense déjà. Je laisserai l'héritage d'une justice africaine des droits de l'homme qui répond à l'espérance des justiciables africains, telle qu'elle ressort de l'esprit qui a prévalu à la création de la Cour. Il s'agit d'une Cour qui donne l'image dans son organisation et dans son fonctionnement que la justice dans une Afrique où malheureusement les violations des droits de l'homme sont encore une réalité quotidienne a besoin de se raffermir. Les résultats de ce scrutin qui s'est tenu à huis clos à Arusha en Tanzanie exigent du nouveau président et de son vice-président le Kenyan Ben Kyoko qu'ils entretiennent la flamme allumée par les prédécesseurs, que la Cour demeure dans sa tradition, celle de protéger les plus faibles, les plus démunis. Telle était la dernière recommandation de la 50e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme. Signature d'accord entre la BAD, la Banque africaine de développement, et le Conseil de l'entente. Un accord relatif à un don de 5 milliards de francs CFA pour la modernisation du centre régional de formation pour l'entretien routier, une institution du Conseil de l'entente basée à Lomé. L'objectif est de répondre à la problématique de l'emploi jeune et de l'entretien des infrastructures en Afrique de l'Ouest. On en parle avec Nadia Eja et Alvor Assa. Plus de 5 milliards de francs CFA offerts pour financer le projet de réforme du Centre régional de formation pour entretien routier CERFER. C'est l'objet de l'accord signé entre la Banque africaine de développement BAD et le Conseil de l'entente. Il devra permettre de faire de ce centre régional un pôle d'excellence capable de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes Africains. L'intérêt pour ce projet, il est non seulement dans la possibilité de contribuer à répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et surtout nous permettre de disposer de compétences qui vont nous permettre d'assurer une bonne durée de vie de tous les investissements que nous mettons en œuvre dans le domaine des transports, notamment au niveau des routes, des chemins de fer et des mines. Le financement de ce centre va permettre de réaliser les modules de la réforme que sont la restructuration de la gestion du centre, la réfection totale du centre et la construction de nouveaux locaux, l'acquisition de nouveaux équipements et matériels, le lancement de nouvelles filières de formation, la mise en place d'une politique de communication pertinente, etc. Le projet de modernisation du CERFER va permettre de créer environ 8000 emplois directs de techniciens en Afrique de l'Ouest dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, du chemin de fer et des mines au cours des 5 années à venir. La foire Made in Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce jeudi, ici même à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. À l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, l'événement, qui est à sa première édition, vise à encourager la production, la commercialisation et la consommation des produits locaux. Francis Boifou. Foire du Made in Côte d'Ivoire FOMCI. C'est une plateforme, la première du genre. Elle vise à faire connaître le savoir-faire et la qualité des produits et services fabriqués par des entreprises installées en Côte d'Ivoire. Nous faisons des sacs à main, nous faisons les sets de table que vous voyez. C'est le pain traditionnel. Vous avez la pochette pour essuyer la bouche. Et puis là, c'est pour mettre les assiettes, pour donner vraiment l'appétit à tous les invités, à la famille et tout ça. Nous sommes venus montrer le bienfait de l'artisanat ivoirien et ce que l'artisanat ivoirien apporte à nous les Ivoiriens d'abord. Il faut encourager cela parce qu'on a des gens qui font des productions de qualité, malheureusement qui n'ont pas de promotion, qui ne sont pas connus. Et cette fois est l'occasion de leur permettre d'exposer leurs idées, leurs savoir-faire. Sur le site du futur parc d'exposition à Port-Boué, on peut voir aussi des produits industriels sortis des fabriques ivoiriennes. Nous transformons donc les produits issus des terroirs, donc des régimes de palme, pour en sortir des produits finis qui sont l'huile de palme et qui sont aussi les savons. En étant à la fois, nous voulons vendre beaucoup de produits ivoiriens.
Il faut qu'ils sachent que quand ils construisent la maison, s'ils ne mettent pas un tube normalisé avec les bonnes épaisseurs, le bon diamètre, là où il faut, quand il faut, ils peuvent avoir beaucoup de dégâts. Donc on veut sensibiliser les Ivoiriens pour bien choisir les matériaux. La Formsi devrait inciter les populations à privilégier les produits made in Côte d'Ivoire, encourageant ainsi le secteur privé à conquérir de nouveaux marchés en étant compétitif. À juste titre, il est consacré comme le pilier essentiel de la transformation structurelle de l'économie nationale, avec une contribution au PND 2016-2020 estimée à 61%. Le gouvernement s'est résolument engagé dans la transformation des produits locaux à forte valeur ajoutée en vue d'améliorer leur contribution au produit intérieur brut. Jusqu'au 9 septembre prochain, les consommateurs sont invités à visiter les stands de la centaine d'entreprises qui exposent et participer aux échanges autour des questions liées à la commercialisation, l'exportation et la labellisation des produits made in Côte d'Ivoire. La Semaine nationale des arts et de la culture a également démarré ce jeudi. À cette plateforme de promotion du patrimoine culturel et artistique ivoirien sont attendus 10 régions et plus de 500 acteurs culturels. Une 4e édition ouverte par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Commune de Yopougon, boulevard de la place CP1. Une compagnie artistique venue de la région du Poro ouvre le défilé de troupes et délégations invitées. Nous sommes à la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est l'aperçu de ces 3 jours de festivités. La commune de Yopougon abrite pour la première fois cet événement, jusque-là, qui se tenait à Boaké. Le maire Gilbert Kafana Kone ne cache pas sa joie. Toute politique de développement des pratiques traditionnelles, des arts et des cultures offre à nos jeunes, à nos enfants, une plus grande proximité avec leur terroir, mais surtout les repères nécessaires à l'inclusion sociale, aux valeurs morales qui fondent toute société solide. Le ministre de la Culture et de la Francophonie est revenu sur l'importance de cet événement qui vise la promotion des valeurs traditionnelles et du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Ce riche patrimoine est créateur d'emplois, de richesses, de croissance inclusive. Ce patrimoine est promoteur de développement et de cohésion sociale. Sous l'autorité du président Alassane Ouattara et sous la conduite de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la culture en Côte d'Ivoire n'est plus la 3e roue de la charrette, mais un des piliers vivants de notre développement. Après la coupure du ruban, marquant l'ouverture officielle de la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, la visite des stands du village de la SNAC. Chaque stand propose des produits artistiques, vestimentaires et gastronomiques des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des pays invités, le Togo et le Burkina Faso. Des concerts, concours de voyants interquartiers et de danse de terroir sont les temps forts au programme de cette édition. Voilà, la Semaine nationale des arts et de la culture qui se poursuit donc à Yopougon. Le reportage était signé Walter Amadou Ouattara avec Soro Wodjontele et Alexis Oudraogo. Un bref tour de l'actualité internationale. Première escale, le Sénégal, où la peine de prison a été confirmée en appel pour le maire de Dakar. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux. Cette décision l'écarte de la course à la présidentielle sénégalaise. Pour ce socialiste dissident de 62 ans, reste toutefois la possibilité d'introduire un recours devant la Cour suprême. Le maire de la ville, en détention depuis mars 2017, avait été condamné en première instance pour le détournement d'environ 1,8 milliard de francs CFA prélevés entre 2011 et 2015 dans les caisses de la ville de Dakar. Le président du Sénat nigérian, Bukola Saraki, officialise sa candidature à l'élection primaire du parti de l'opposition PDP.
Son objectif, remporter le scrutin présidentiel de février 2019 face au président sortant Mouhamadou Bouhari. Un autre candidat de poids a annoncé sa candidature à la primaire du PDP, Rabiu Kwasoaku, ex-gouverneur de Kano. Saraki, troisième homme politique du Nigeria, a quitté le parti présidentiel en juillet dernier. L'humanité célèbre la journée internationale des victimes de disparitions forcées, un fléau qui doit impérativement être éradiqué selon les humanitaires. Une occasion pour les Nations Unies de sensibiliser la planète sur le phénomène et aider les familles des disparus à faire la lumière sur la disparition de leurs proches. Dans des zones de conflit comme la Syrie, plus de 75 000 personnes manquent à l'appel depuis 2011. Commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.